téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Les Khas. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, mes chers téléspectateurs, de recevoir en votre nom M. Bernard Saison, un éminent archéologue français, reconnu pour ses recherches en Mauritanie, notamment sur les sites de Taghadoust et Koumbi Saleh. En 1977, aux côtés de Denis Robert Chatex, de Serge Robert et du professeur Jean Davis. Il a contribué à un bilan de recherche archéologique sur ces sites, mettant en lumière leur importance historique et culturelle. Il a par ailleurs, avec Denis et Serge Robert, coécrit un ouvrage intitulé « Recherches archéologiques en République islamique de Mauritanie », publié en 1984, ouvrage qui compile des études approfondies sur les découvertes archéologiques dans la région. Les travaux de Bernard Saison ont significativement enrichi la compréhension du passé de la Mauritanie, en particulier concernant les anciens sites et les anciennes cités de Taghadoust et de Koumbi Saleh, contribuant ainsi à la valorisation du patrimoine archéologique national. Connu pour ses recherches approfondies et son expertise dans les études des civilisations anciennes, aujourd'hui, il va parler avec nous de ses travaux fascinants sur les sites archéologiques de Mauritanie. Ces sites qui offrent un aperçu précieux sur l'histoire de notre beau pays. Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va commencer par comment vous avez connu la Mauritanie? Oui, je vous remercie de demander mon avis et mon expérience sur ce que j'ai pu faire en Mauritanie. J'en suis, cela m'honore parce qu'en fait, j'ai beaucoup tenu à ce que j'ai fait. C'est un plaisir. Ça m'a accordé beaucoup de plaisir et je suis heureux de vous en parler ce soir le mieux possible. Merci. Voilà. Donc, vous avez connu notre beau pays, notre Mauritanie à nous. À partir du moment donc, où j'ai fait un mémoire d'études supérieures sous la direction du professeur Devis. D'accord. Et ça a été un coup de foudre pour moi, la Mauritanie. À partir de ce moment-là, ne m'a plus quitté, très simplement. J'ai réalisé mon mémoire d'études supérieures. Et par la suite, les choses ayant été apparemment probantes pour le jury qui m'a examiné, j'ai décidé de commencer des études plus approfondies, notamment sous la forme d'un doctorat. J'ai donc commencé à ce moment-là à venir fouiller de manière beaucoup plus régulière sur le site dont vous avez présenté l'importance tout à l'heure, le site de Taghadoust à Oudagost. Et c'est ainsi qu'une grande histoire d'amour avait commencé et s'est poursuivie pendant une vingtaine d'années. Ça a duré un très long moment. Est-ce que vous pouvez me donner vite fait un aperçu général? C'est les sites de Taghadoust et de Koumbi Saleh. Qu'est-ce qui les rend en fait uniques? Alors, les techniques des fouilles, les stratigraphies, Alors, ces sites sont uniques dans la mesure où ils ont été très tôt repérés dans un milieu qui permettait de les conserver, qu'ils se soient conservés dans de bonnes conditions. Un climat relativement aride, des conditions d'isolement de ces sites qui permettaient qu'ils ne se dégradent pas trop rapidement. Et donc, très vite, ils ont été repérés à l'époque coloniale, déjà c'est ancien. Des voyageurs et des explorateurs français avaient dès le début du XXe siècle repéré ces sites. Ces mêmes personnes ont fait le rapprochement avec ce que disaient certains textes arabes qui ont parlé d'un site de Taghadoust à Oudagost, par exemple, de gens qui avaient visité ce site ou qui en avaient entendu parler. Et ça a donc été le début d'un travail complémentaire à la fois de recherche sur ces textes et puis d'approfondissement des sondages et des fouilles opérées sur le site archéologique lui-même. D'accord, donc les techniques de fouilles, vous avez des techniques de fouilles. Alors les techniques de fouilles sont très élémentaires. Si vous voulez, la fouille, c'est comme si on commence la lecture d'un livre, mais quand on lit un livre, on peut retourner en arrière, on peut revenir sur les pages qu'on n'a pas très bien comprises. Quand on fait de l'archéologie, on détruit les pages du livre au fur et à mesure qu'on les dégage du sol. Et par conséquent, il faut être extrêmement minutieux. Donc c'est un travail de minutie. On ne peut plus revenir en arrière, c'est très difficile de revenir en arrière. Voilà, c'est difficile. Donc les techniques de fouille sont d'abord celles d'une très grande précision dans la manière de travailler, ce qu'on appelle la stratigraphie, le repérage
de l'empilement des couches, les unes au-dessus des autres. Les couches les plus anciennes étant évidemment celles qui sont les plus profondément enfouies, et les zones les plus récentes étant les plus superficielles. Donc il y a un travail qui consiste pour l'essentiel à mettre en place cette stratigraphie. Au cours de ce travail, on repère évidemment tout ce que l'on peut trouver, du petit objet peut-être insignifiant aux yeux du profane, mais qui peut avoir son importance, aux beaux objets que l'on peut découvrir, des objets entiers, des jarres, des objets métalliques, parfois même des bijoux. Donc c'est tout un travail de découverte qui réserve d'ailleurs ses joies. On peut trouver de très belles choses, mais l'important est de ne pas perdre de vue qu'il faut tout mettre en relation avec la couche stratigraphique dans laquelle on se trouve. Et il faut pouvoir les comprendre, ces relations. Voilà. Et en fait, vous avez certainement il y a des défis majeurs que vous avez rencontrés. Vous avez certainement rencontré des défis durant vos fuites en Mauritanie. Comme on rencontre oui, partout. les défis. Mais en fait, comment les avez-vous déjà surmontés? Quels sont les principaux défis que vous avez vraiment rencontrés? Alors, les défis sont d'abord des défis d'ordre matériel. La technique, elle est ce qu'elle est, mais il faut amener beaucoup de matériel sur le chantier. Donc, il y a des défis logistiques d'une première importance. On est dans des zones qui sont assez éloignées de la côte et des zones d'approvisionnement. C'était à quelle année ces fuites? Alors ces fouilles ont commencé dans les années 60. D'accord. Donc elles se sont amplifiées jusqu'à la fin des années 80-90. Donc il a fallu amener beaucoup de matériel, il a fallu recruter du personnel pour pouvoir travailler sur ces sites. Autant qu'on l'a pu, le personnel a été recruté localement. Ça a fourni un petit peu du travail aux personnes qui en demandaient dans les régions de Tamshaket, par exemple, c'est la préfecture de Tamshaket, ou la région de Koumi-Salé, dans les mêmes choses. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui a été le principal défi à relever lorsqu'on a commencé ce travail. Le transport du matériel, le transport du matériel, ce sont des infrastructures assez lourdes. Et alors nous étions bien préparés et bien aguerris à ces défis logistiques, mais ils étaient toujours très importants. Ils conditionnent en fait la réussite de nos campagnes de recherche. Et donc, ces découvertes que vous avez faites, ces sites, est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils peuvent changer notre compréhension de l'histoire de la Mauritanie et de ces civilisations multiples et anciennes? Alors, ce qu'ils apportent d'abord, ce sont des repères chronologiques. Évidemment, les parties les plus anciennes de ces sites sont à dater, et on les a datées très rapidement, des 8e, 9e, 10e siècle, donc des périodes extrêmement anciennes. Et pour ce qui est du site d'Aoudagos, Daoudagos, les strates sont accumulées jusqu'au 15e siècle. Donc c'est une histoire déjà profonde et ancienne de la Mauritanie. Ça n'est pas la plus ancienne. Qui s'étend sur plusieurs siècles. Qui s'étend sur plusieurs siècles, avec la succession de plusieurs occupations, de plusieurs types d'occupants. Donc ce n'est pas, vous dites, ce n'est pas... Ce n'est pas la seule manière de remonter dans le passé de la Mauritanie, parce que avant ça, il y avait la préhistoire, je ne vais pas en parler maintenant. Mais allez-y, allez-y. Bon. Tout ce qui est dans le désert et qui a été ramassé au cours de sondages, pas de sondage, mais de repérage superficiel, apporte des informations, mais beaucoup plus anciennes. Et puis, il y a surtout un domaine aussi qui n'est pas archéologique proprement dit, c'est le recueil des traditions orales. Alors, les traditions orales sont d'un maniement relativement complexe, elles ne sont pas faciles à utiliser, mais elles peuvent corroborer ou compléter ce que nous donnent les vestiges archéologiques matériels que l'on trouve. Donc, en fait, on met en série, en réseau, des informations d'origine plurielle, d'origine diverse. Et donc, tout ça, ça donne une compréhension aux historiens. Peut-être que ça change même la compréhension qu'avaient les historiens de telle ou telle époque. Ça modifie un petit peu l'image qu'on s'en faisait, et ça continue à le faire, parce que lorsqu'on a découvert, on a successivement ôté du sol tout ce que le sol nous a apporté, il faut l'étudier. Et ça nous apporte des informations qu'on ne comprend pas tout de suite. On envoie les matériaux trouvés dans des laboratoires d'analyse de métal, de céramique, d'objets divers, et ça permet d'affiner un petit peu les connaissances que l'on a de ce site. Donc vous pensez un peu que l'archéologie, ça peut aider à mieux comprendre quand même les interactions culturelles entre les différentes civilisations présentes et surtout civilisations présentes en Mauritanie? Alors voilà, les vieilles civilisations justement.
Au fil des siècles. Voilà, ces vestiges nous parlent de beaucoup des gens qui ont habité là, bien sûr, mais aussi de toute la vie de ces agglomérations qui ont existé au Moyen-Âge et parfois plus tard. Le commerce transsarien qui a animé un petit peu la présence de ces villes et qui consistait en l'échange de... Le Sahara n'était pas une frontière, c'était un trait de l'union entre le nord de l'Afrique et la zone sahélo-soudanienne. Et donc ça a animé des échanges très importants. Et on en retrouve les traces, notamment céramiques, par exemple, et pas seulement, même numismatiques. On trouve des dineros, on a trouvé des dineros, c'est-à-dire des pièces de monnaie qui étaient donc des dinars. Les dineros, ce sont des petits pois en verre. Hein. Ouais. Les dinars sont des monnaies métalliques, en or parfois. On en a trouvé ailleurs que sur ces sites d'ailleurs. Donc tout ça nous apprend ce qu'étaient les relations qui existaient à ce moment-là sur les sites de Tekdaoust et de Koumissali, même chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, avec les téléspectateurs, une découverte particulièrement marquante que vous avez faite lors de vos recherches en Mauritanie? Alors écoutez, alors il y a toutes sortes de domaines. Si on étudie par exemple la céramique, on s'aperçoit que le style de la céramique a varié au cours des âges et que ces variations nous informent un petit peu de ce qu'ont été les variations de l'environnement à ces différentes périodes. Ces céramiques nous donnent des matériaux qui étaient inclus dans la matière céramique et qui nous informent un peu sur ce qu'était ce milieu. Alors voilà un exemple, mais tout n'est pas spectaculaire. Il y a d'autres choses spectaculaires quand on trouve des petites barres de cuivre, quand on trouve des monnaies. Évidemment, ça compte et ça fait partie des choses qui sont un peu plus spectaculaires, disons. Donc en fait, dans la suite logique des recherches et des fouilles archéologiques, on est souvent appelé à enseigner. Je sais que vous avez été professeur à l'ENS, l'École nationale supérieure à l'époque. Vous avez dirigé des thèses d'étudiants, certainement. Alors, évidemment, le travail d'archéologie, sa première fonction, c'est de rendre accessible au plus grand nombre possible, c'est-à-dire d'abord aux habitants de ce pays, la Mauritanie, ce que l'on a découvert. C'est un petit peu, et ça passe évidemment par la formation des professeurs et des enseignants, ce qui est donc le prolongement normal, naturel du travail archéologique proprement dit. Donc j'ai effectivement eu à enseigner à des collègues qui sont aujourd'hui maintenant devenus, qui sont toujours d'ailleurs en activité, d'enseigner un peu l'archéologie et l'histoire, à partir de ça, l'histoire de ce que l'on peut dire. Vous avez dirigé des thèses, vous vous rappelez un petit peu? J'ai dirigé des travaux d'étudiants sur sur des sujets très précis, à partir desquels ils étaient... les aspects, les sujets sur lesquels vous avez travaillé? Oui, voilà, par exemple, sur les perles de Mauritanie, les perles, et sur la céramique également. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'exploitation du matériel découvert. Et c'est mis à la disposition des chercheurs mauritaniens qui se perfectionnent et qui étudient de manière plus précise ces matériels. Donc est-ce que vous voyez un petit peu les prochaines étapes des recherches en Mauritanie? Pour continuer un peu à documenter, à préserver cette pratique archéologique? Alors, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera jamais. Actuellement, il est envisagé de commencer à faire des travaux d'importance sur le site d'Azougui, dans l'Adrar. Parce que c'est le site d'Azougui. Azougui, dans la région d'Attar. Dans la région d'Attar, oui. Parce que c'est-à-dire une zone archéologique qui pourrait nous apprendre beaucoup de l'apparition et de la diffusion de l'islam à partir du Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge. Et c'est donc à partir de là qu'on pourra peut-être approfondir des problématiques historiques qui intéressent beaucoup de monde dans ce pays, évidemment. Et vous pensez que les jeunes archéologues, la jeune génération... vont pouvoir, ben oui, bien sûr. Les travaux vont démarrer incessamment sous peu et ils seront sans doute... Ils apporteront sans doute beaucoup de choses. Les conseils que vous pouvez donner en tant que professeur aux jeunes étudiants et aux jeunes archéologues qui s'intéressent à l'histoire de leur pays. Qui s'intéressent à l'histoire de leur pays. L'histoire de leur pays qui est variée dans les thèmes, dans les méthodes historiques. Les traditions orales dont j'ai parlé nous apportent des choses, mais peut-être plus récentes, mais aussi la préhistoire. Donc il faut partir de l'histoire, c'est ça qui nous permet d'accéder à ces périodes anciennes.
Et faire de l'histoire, bah, c'est un petit peu redécouvrir tout le passé de la Mauritanie, évidemment. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez été décoré quand même par le président de la République hier au palais présidentiel. Quelles sont vos impressions en général? Ben, ça a été un grand honneur pour moi. J'ai été sensible à l'honneur qui m'était fait. J'en ai remercié Monsieur le Président. Et je considère un peu ça comme des remerciements pour le travail que j'ai pu faire à ma modeste place. Et c'est un travail qui a commencé avant moi, mais qui se poursuivra maintenant. Vous êtes ami de la Mauritanie quand même. Oui, bien sûr, mais maintenant il faut aussi que l'âge venant, je sois remplacé par d'autres jeunes archéologues et historiens mauritaniens. Et ça, c'est très bien, ça devrait se faire dans les années à venir. C'est en cours d'ailleurs. Hein, Vous vous attendiez à ce que vous soyez un jour décoré par le président d'un pays dans lequel vous avez travaillé, vous avez fait? Pas du tout, parce que je trouve que c'est un honneur qui... Ensuite, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tous les cas, j'y étais sensible et je ne m'y attendais pas, non. Voilà, mais ça, c'est un grand honneur, j'y suis très sensible. Ben écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour en 5-10 minutes. Et puis, c'est le mot de la fin. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission avec M. Bernard Saison. Je rappelle qu'on a pu le joindre dans son hôtel. Il prend l'avion dans 1 heure. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Mais quand même, on le remercie de nous avoir consacré ces 15 petites minutes. Merci, au revoir et à très bientôt.